Nous allons donc passer aux poumons, ou on dirait plutôt à la plèvre et aux poumons, hein, puisque je pense que Laurent va nous l'expliquer. C'est essentiellement de l'image pleurale, finalement, l'échographie pleuropulmonaire. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, et ce que vous voyez ici dans la live démo, c'est de combiner les deux, puisqu'on est dans la même zone géographique et que les deux examens nous apportent des données très complémentaires chez nos patients en détresse respiratoire, mais pas uniquement. Donc voilà, comme pour Sébastien, quelques petites diapositives pour vous rappeler l'intérêt de cet examen et un petit peu de théorie. Et puis, on passe ensuite à la démonstration. Laurent, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on peut mettre le diaporama, s'il vous plaît. Donc, je suis le docteur Zileskiewicz, je travaille à l'hôpital Nord de Marseille et on va parler d'échographie point of care pulmonaire. Alors, quand on parle d'échographie point of care, en fait, ça veut dire que maintenant, c'est nous qui réalisons nous-mêmes nos échographies et puis les cardiologues ou les radiologues. Et donc, ça change tout parce que nous, on connaît on connaît la situation clinique du malade et on va pouvoir donc contextualiser notre échographie en fonction de la situation clinique. Donc ça, c'est la première chose importante à savoir lorsqu'on parle d'échographie pleuropulmonaire et d'échographie point of care. Donc si on considère que c'est un nouveau stéthoscope, eh bien, il faut coupler les échographies. Donc c'est pour ça qu'on va coupler le diaphragme et le poumon et éventuellement le cœur. Si c'est un stéthoscope, d'accord, personne chez nous n'ausculte que les poumons, jamais le cœur, ou que le cœur et jamais le poumon. Donc, premier message, il faut combiner les échographies. Deuxième message, donc, il faut absolument interpréter l'échographie en fonction de la clinique. Contextualiser, combiner. L'écho pulmonaire, c'est arrivé un peu en dernier dans l'écho point of care parce que l'interface entre le tissu et l'air arrête les ultrasons. Donc, il a fallu que Daniel Lichtenstein nous montre qu'avec des artefacts, des images indirectes, on pouvait avoir beaucoup d'informations. Comme par exemple, là sur la diapo, vous voyez, on ne voit pas les plongeurs, mais on sait qu'ils sont là. On ne voit pas le feu, mais on sait qu'il est là. Donc, avec l'échographie pleuropulmonaire, c'est un moyen d'imagerie. On ne voit pas des maladies, on voit des syndromes. Et comme c'est pleuropulmonaire, on voit la plèvre, les épanchements liquidiens ou gazeux, et le poumon, avec un poumon normal, un syndrome interstitiel ou un poumon consolidé. Comment on va procéder ? On peut prendre tous les types de sondes, mais normalement, il faut prendre plutôt des sondes basse fréquence, donc abdominales, convexes, micro-convexes ou cardiaques. Si vous voulez prendre une sonde linéaire, c'est uniquement pour étudier très précisément la plèvre. Mais ça va être compliqué de faire un examen complet avec une sonde linéaire. On va diviser le thorax en 3 zones, la zone antérieure, la zone latérale, la zone postérieure. Et sur chacune de ces zones, 2 cadrans, un supérieur et un inférieur. Donc au total, 6 cadrans par poumon, 12 cadrans en tout pour un patient. Et quand on regarde le parenchyme, on va finalement pouvoir voir le rapport entre l'air et le tissu dans le poumon. Un poumon normal, en fait, les ultrasons ne vont pas rentrer dedans. On ira une image indirecte, un artefact de répétition. On va le voir horizontal, les lignes A. Et on va appeler ça lung ultrasound score 0 par définition. Ensuite, vous avez un petit peu moins d'air, un petit peu plus de tissu. Vous avez un épaississement des septa interlobulaires, que ce soit par de l'œdème ou que ce soit par de la fibrose. Et là, cette fois-ci, on va avoir un artefact de réverbération. Les ultrasons sont piégés là-dedans, renvoient un signal permanent. Cette fois-ci, c'est un artefact vertical et on code ça, lung ultrasound score 1 ou 2. Et donc, vous voyez que dans ces deux cas-là, en fait, on n'est jamais rentré dans le poumon. On a des artefacts, mais on a des images qui sont très intéressantes. Et puis le troisième cas, le seul cas finalement où les ultrasons vont rentrer dans le poumon, c'est ce qu'on appelle l'hépatisation du poumon, parce que le poumon va ressembler à un foie, il n'y a plus d'air dedans, et c'est la consolidation ou la téléctasie, et on va coter ça lung ultrasound score 3. Donc plus le lung ultrasound score est élevé, moins il y a d'air dans le poumon, et plus l'atteinte est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un poumon normal ? Quand il y a un poumon normal, en fait, les ultrasons vont rebondir sur l'air qu'il y a dans les alvéoles et vous allez avoir donc l'artefact de répétition qui est la répétition de la ligne pleurale avec donc cette ligne horizontale qui est A. Vous voyez sur cette image normale, qui sera celle qu'on aura sur notre mannequin, que vous avez les deux cônes d'ombre des côtes, supérieures et inférieures, parce qu'on fait plutôt des coupes longitudinales. Et en dessous, vous voyez la plèvre, et un peu plus bas, les artefacts de répétition de la plèvre. Il y a une image qui est très importante à visualiser là-dessus, c'est le glissement pleural. Le glissement pleural, ça va vous montrer deux choses. Quand vous avez un glissement pleural, c'est-à-dire que vous avez la plèvre qui scintille, ça vous montre que les deux feuillets de la plèvre sont accolés pour qu'ils puissent glisser l'un sur l'autre. Et ça vous montre que le poumon est ventilé. Donc quand vous avez un glissement pleural, vous savez à la fois que le poumon est ventilé et à la fois que les deux feuillets de la plèvre sont posés l'un sur l'autre. Alors je ne sais pas si on arrive à lancer la vidéo. Voilà. Bon, dommage. On voyait ce petit signe, on verra tout à l'heure, c'est pas grave sur Sébastien, que ça glissait.
Là, maintenant, c'est l'abolition du glissement pleural. Là, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, ça ne scintille plus. La plèvre ne scintille plus. Donc, deux situations possibles. Soit vous avez de l'air entre les deux feuillets de la plèvre, pneumothorax, soit vous avez une intubation sélective et finalement, le poumon n'est plus ventilé. C'est pour ça que ça glisse plus. C'est pas qu'il y a de l'air entre les deux. Vous voyez, c'est la situation de droite. C'est que le poumon n'est plus ventilé. Donc, quand les deux feuillets de la plèvre sont toujours en contact, que le poumon est toujours ventilé, ça glisse. Quand les deux feuillets de la plèvre sont en contact, que le poumon n'est plus ventilé, vous pouvez voir un glissement pleural qui est médié par la transmission de l'onde de pouls. C'est ce que vous avez à droite avec les flèches jaunes, en mode temps-mouvement. Et puis quand il y a un pneumothorax, il n'y a aucun glissement pleural. Vous avez le signe du code barre et vous avez l'image qu'on vous a montrée tout à l'heure en mode 2D. Ça ne scintille plus du tout cette plèvre. Et puis quand vous avez un pneumothorax, vous pouvez vous mettre en coupe transversale cette fois-ci, sur vous-même, pour voir une zone, on peut lancer la vidéo s'il vous plaît, une zone où il y a une partie de la plèvre qui glisse, vous voyez à droite, et à gauche la plèvre qui ne glisse pas. Donc là on a utilisé une sonde haute fréquence, parce qu'on voulait vraiment regarder uniquement la plèvre. Donc ça c'est pathognomonique du pneumothorax, mais il n'y a pas quand c'est un pneumothorax complet. Donc on va regarder ensemble après comment on fait pour la plèvre, mais vous voyez que c'est finalement très très efficace, très très sensible pour le pneumothorax, mais pas si facile que ça d'affirmer un pneumothorax, très facile de l'éliminer. À partir du moment où ça glisse, il n'y a pas de pneumothorax. Mais par contre, à l'affirmer, c'est un peu plus compliqué. Bon, l'épanchement pleural liquidien, ça tout le monde a vu, c'est hyper simple. C'est finalement du noir et un poumon qui le plus souvent est consolidé au milieu. Le syndrome alvéolo-interstitiel, donc soit de l'œdème, soit de la fibrose, de l'œdème lésionnel ou de l'œdème hydrostatique. Si on peut lancer la vidéo, c'est ce type d'image-là qu'on a dans les infections à Covid. C'est le signe le plus fréquent dans les infections à Covid. On a ce type de ligne B parfois confluente dans les infections à Covid. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous le disais tout à l'heure, les ultrasons sont piégés au niveau des septa, ça renvoie un signal permanent à la machine qui va donc mettre un point blanc, puis un autre en dessous, puis un autre en dessous, puis des millions de points blancs. Et au final, ça va vous faire des lignes B qui sont verticales, qu'on appelle les queues de comète. Le dernier cas, qui est le cas où on rentre complètement dans le poumon, hépatisation du poumon. Vous voyez que ça ressemble à un foie. Vous avez le foie à gauche, vous avez le diaphragme au milieu. Donc ici, on a le foie de ce côté, vous avez le diaphragme ici, et au-dessus, vous avez le poumon. Et on voit les bronchogrammes qui ici sont des bronchogrammes dynamiques dans le poumon. Donc voilà, au total, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la littérature maintenant qui montre bien que l'échographie pulmonaire est supérieure à la radio et à l'auscultation. C'est prouvé dans tous les contextes, dans le SDRA, dans le trauma, etc. L'écho est supérieur à la radio, c'est très important. Et en utilisant cet examen qui est très simple, on a finalement l'arme absolue pour faire le diagnostic étiologique des détresses respiratoires aiguës. Il y a plein d'études qui montrent qu'à chaque fois, le médecin qui est à l'échographie fait mieux que le médecin qui est à la radio et l'auscultation pour donner la cause de la détresse respiratoire aiguë. Et donc en pratique, on va voir comment on peut utiliser cet algorithme quand un patient a une détresse respiratoire aiguë. D'abord, on va l'interroger. Ensuite, on va lui faire une échographie pleuropulmonaire qui sera vraiment au centre de notre prise en charge. On va regarder les plèvres. Est-ce qu'il y a un épanchement liquidien ou gazeux? Et s'il n'y a rien qui explique en termes d'épanchement liquidien ou gazeux, on va regarder le parenchyme. Et là, on aura trois solutions. Soit le patient aura des lignes B. Si elles sont que d'un côté, c'est probablement une pneumonie. Si elles sont des deux côtés, c'est un œdème. Et pour savoir s'il s'agit d'un œdème lésionnel ou un OAP d'origine cardiaque, on fera un écho cardiaque et on regardera les pressions de remplissage. Si on a une consolidation, c'est probablement une pneumonie. On regardera si on a des bronchogrammes dynamiques notamment. Et si on a un examen normal chez un sujet qui est en détresse respiratoire, ce n'est pas normal d'avoir une échographie pulmonaire normale dans ce cas-là. Ça veut donc dire que ça vient d'ailleurs. Donc ça peut venir éventuellement du cœur. Donc on va regarder si c'est une embolie pulmonaire ou si c'est une tamponnade. Et puis si tout ça c'est normal, revenez sur les bronches, revenez sur les antécédents du patient. C'est probablement une pathologie bronchique. Donc vous voyez dans cet algorithme les deux messages clés. 1. Combiner les échographies et 2. Intégrer avec le contexte clinique. Donc maintenant, on va passer à la démonstration et j'espère que la régie pourra nous remettre cette diapositive après quand on en parlera, si vous pouvez la garder en mémoire. Voilà, merci beaucoup. Donc on va passer à la démonstration live. On va commencer... alors, je vais choisir de prendre la sonde cardiaque. Ça, chacun fait vraiment comme il veut. Moi, d'habitude, je prends plutôt la sonde linéaire, mais c'est pour ne pas avoir... Là, je prends plutôt, la sonde abdominale, mais c'est pour ne pas avoir besoin de changer de sonde plusieurs fois. Alors, juste un petit commentaire oui. là, Laurent. C'est vrai que
Comme tu nous l'as dit, l'échographie pleuropulmonaire, c'est de l'image artefactuelle. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien de discuter avec son technicien, son ingénieur de la boîte d'échographie, Ouais. pour essayer de nous mettre sur la machine un mode avec le moins de filtres, le moins de secondes harmoniques, le moins de choses modernes possibles. Et c'est comme ça qu'on a les meilleures images pulmonaires. Parce que c'est vrai qu'avec tous les filtres utilisés dans des modes cœur, dans des modes abdominaux profonds et autres, on est souvent gêné. Il faut essayer de voir ça pour essayer de garder un mode dédié aux poumons. Je pense que tu seras d'accord Oui, avec je ça, suis tout à fait d'accord. Après, je suis totalement d'accord. Je voudrais juste un bémol, c'est que c'est plus facile que l'écho cardiaque. Finalement, on a souvent des belles images, donc on est rarement gêné par un problème d'échogénicité. Mais oui, en théorie, tu as 100% raison. Sur la théorie, tu as 100% raison. En pratique, moi, en général, je ne règle pas trop longtemps, j'y vais direct. Mais voilà. Donc, on va peut-être commencer la démonstration sur le patient. Donc, on va prendre un premier cas. Ce serait le cas d'un patient qui arrive pour un traumatisme grave et qui est au déchocage. Donc dans ce cas-là, l'échographie pleuropulmonaire, elle va servir principalement à éliminer deux choses, un épanchement gazeux avec donc un pneumothorax ou un épanchement liquidien. Donc la sonde cardiaque, c'est pas la meilleure pour voir le glissement pleural, mais c'est pas grave, on peut quand même l'utiliser. Et donc chez les patients traumatisés graves, on va surtout regarder la zone antérieure, car c'est là que se décollent tous les pneumothorax. Donc on peut regarder la zone antérieure en haut et en bas. Et à chaque fois, on va donc regarder si ça glisse. Je ne sais pas si on peut mettre l'échographie voilà, à l'écran. Donc on va voir ici les cônes d'ombre et au milieu, on a la plèvre. On peut éventuellement zoomer un petit peu sur cette plèvre, parce que là j'ai pris une sonde cardiaque qui n'est pas la meilleure sonde pour voir le glissement pleural. Et là on voit quand même que ça scintille. On peut même éventuellement, si on veut, baisser le gain pour mieux se rendre compte que ça scintille. Mais donc la plèvre glisse. Si la plèvre glisse, ça veut dire deux choses, que le poumon est ventilé, que les deux feuillets de la plèvre sont en contact, donc il n'y a pas de pneumothorax. Je regarde en dessous. Et je vois la même chose, je vois une plèvre qui scintille un petit peu. Donc, je peux passer à l'autre côté. Vous voyez que ça va très vite et c'est beaucoup plus sensible que la radio. Il y a des méta-analyses qui vous montrent que c'est beaucoup plus sensible que la radio et aussi spécifique. Donc, on peut même détecter, on en reparlera après, des pneumothorax trop petits qu'il ne faut pas drainer. C'est presque trop sensible. Mais en tout cas, c'est très sensible. Donc, de l'autre côté, on voit aussi que ça glisse. Donc, j'ai fait simplement la paroi antérieure de mon patient, j'ai éliminé un épanchement gazeux. Et ensuite, sur ce patient traumatisé grave, je vais regarder donc au niveau des cul-de-sac, je vais rechercher cette fois-ci l'épanchement liquidien. Donc normalement, ça se fait au milieu d'une fast écho. Donc je regarde en même temps mon cul-de-sac de Morrison. Je monte. Et j'arrive ici, je vois donc le diaphragme, mais moi, cette fois-ci, contrairement à Sébastien, je ne veux pas regarder le diaphragme, je veux regarder la plèvre qui vient en haut. Et regardez cette plèvre-là, ce petit signe qui est très moche pourtant, la plèvre qui vient se mettre dans le cul-de-sac, et après les poumons qui cachent tout le reste du diaphragme, ça c'est un signe capital, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épanchement liquidien. L'épanchement liquidien, l'hémothorax, il se mettrait à cet endroit-là. Donc ce petit signe-là, il prend quelques secondes, il est couplé avec l'examen du Morrison ou du Koller quand on va de l'autre côté. Vous voyez ici, le Koller, on monte, et encore une fois, on a cette plèvre qui vient se mettre vraiment dans le cul-de-sac diaphragmatique, ou pleural. Et donc ça veut dire là aussi qu'il n'y a pas de liquide. S'il y avait du liquide, vous auriez du noir qui transmet les ultrasons avec un poumon qui flotte dedans. Donc ça, c'était le premier cas, c'était comment utiliser l'échographie chez un patient traumatisé grave qui arrive en salle de déchocage. Et il a été montré que quand l'écho est normal, finalement, c'est tellement sensible qu'on peut quasiment se passer de la radio du thorax au déchocage, même si, bien sûr, pour l'instant, ça reste encore recommandé. Mais sachez que si votre écho pulmonaire est normal, a priori, vous ne trouverez pas grand-chose à la radio. Deuxième cas de figure, mon patient, ici, est en détresse respiratoire aiguë. Alors, je crois que tu m'as dit que tu avais comme antécédent de l'asthme, que tu étais coronarien, que comme tu travailles en orthopédie, tu t'es fait une cheville et tu es resté allongé ces derniers temps, et aussi que tu as été en contact avec des gens, des soirées interdites sans masque. C'est bien ça, ce que tu m'as... Voilà, ok, non, tu ne parleras pas à l'écran. Donc cette fois-ci, on est face à un patient qui est en détresse respiratoire aiguë. Comment fait-on? Donc premièrement, vous avez vu, on l'interroge. Deuxièmement, on fait l'échographie pulmonaire et on regarde à cette fois-ci principalement les territoires antérieurs. Alors là, on a, alors on va dire qu'on a une image normale, puisque vous voyez que vous avez des artefacts horizontaux qui sont les lignes A. Donc je regarde sur 4 cadrans en antérieur, je vois que les 4 fois j'ai des lignes A, j'ai pas de ligne B verticale qui soit évidente. Je vais diminuer la profondeur. Voilà.
J'ai pas de ligne B verticale, j'ai uniquement des lignes A des deux côtés. Donc je suis face à un monsieur. Je vais regarder ensuite ces cul-de-sac pleuraux, comme j'ai fait tout à l'heure pour le trauma. Et sur ces cul-de-sac pleuraux, je n'ai pas de consolidation, je n'ai pas d'épanchement des deux côtés. Donc j'ai un patient qui a une échographie pulmonaire antérieure et au niveau des cul-de-sac qui est complètement normale. Donc finalement, qu'est-ce que ça me dit? Je ne sais pas si on peut remettre le diaporama tout à l'heure, mais c'est pas grave, la dernière diapo avec l'algorithme. Mais sinon, regardez là, voilà. Et merci beaucoup. Un examen normal, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir regarder quelque chose qui n'est pas vu par l'écho pulmonaire. Donc je vais devoir regarder son cœur. Je peux éventuellement aller en coupe sous-xiphoïdienne et je vais regarder s'il y a un épanchement péricardique ou s'il y a des signes en faveur d'une embolie pulmonaire. Alors, je change la sonde de côté parce que je n'étais pas en mode cardiaque. Et je vois ici que je n'ai pas d'épanchement péricardique. Vous voyez, merci beaucoup. Et je peux éventuellement me mettre en coupe sous xiphoïdienne petit axe pour regarder s'il y a un cœur pulmonaire aigu et s'il y a un septum paradoxal. Bon, là, on voit moyennement, mais il n'y a pas de septum paradoxal. Ensuite, je pourrais prendre ma sonde linéaire et regarder qu'il n'y ait pas de phlébite au niveau des 4 points, donc au niveau fémoral et au niveau poplité. Voilà, mets-toi tout nu s'il te plaît. Non, je rigole. Et donc, ça montre qu'il faut coupler les échographies. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je sais qu'il n'y a pas de tamponnade. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'épanchement péricardique. J'ai vu qu'il n'y avait pas de thrombose dans les veines et qu'il n'y avait pas de dilatation du cœur droit. Donc j'ai éliminé une tamponnade et une embolie pulmonaire. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste probablement un problème bronchique. C'est la seule chose qu'on n'a pas pu évaluer avec notre échographie combinée cardiaque et poumon. Deuxième situation possible, je fais l'écho sur Sébastien et regardez, on a l'impression là de voir peut-être des petites lignes B là, qui passent en haut. Là, vous voyez, on imagine, hein, c'est faux, mais on va imaginer qu'il y ait des lignes verticales qui partent de la plèvre, qui bougent avec la plèvre, qui descendent jusqu'en bas de l'écran sans épuisement. Ce sont ces lignes B qui signent un syndrome interstitiel. Et ce syndrome interstitiel, si je l'ai que d'un côté, je vais dire que c'est probablement une pneumonie qui débute. Si je l'ai des deux côtés, et ça va être le cas avec Sébastien, eh bien, ça veut dire que j'ai un œdème pulmonaire. Et maintenant, comment savoir si c'est un œdème pulmonaire cardiogénique, d'accord? Bon, bah déjà, c'est un jeune homme qui a l'air en bonne santé, mais il nous a dit quand même qu'il était un peu coronarien parce qu'il fume trop. Donc, est-ce qu'il n'a pas un infarctus et un choc cardiogénique avec un OAP? Ou est-ce qu'il a plutôt un œdème lésionnel? Il nous a dit qu'il fréquentait des soirées clandestines. Donc, il peut tout à fait avoir, ça peut tout à fait être lié à un Covid, d'accord? Ces images de ligne B bilatérale, etc. Donc il y a un moyen à l'échographie pulmonaire de savoir si c'est plutôt cardiaque ou plutôt lésionnel, c'est de regarder la plèvre. Et si c'est du Covid, vous aurez une plèvre qui est irrégulière avec éventuellement des consolidations sous-pleurales. Mais le meilleur moyen, c'est quand même de faire une écho cardiaque, bon là on ne va pas le faire, hein, et de regarder les pressions de remplissage en Doppler pulsé et en coupe apicale 4 cavités. Donc voilà, et donc dans ce cas-là, on aura nos lignes B. Si elles sont unilatérales, c'est une pneumonie. Si elles sont bilatérales, c'est un œdème pulmonaire. On saura si c'est un œdème pulmonaire cardiogénique ou lésionnel. Troisième possibilité, je fais donc l'examen de mon patient. J'ai rien en antérieur, mais quand je vais dans les parties postérieures, ici, au niveau donc, du cul-de-sac pleural, ici, je trouve... On va dire, c'est pas le cas, hein, mais on va dire que je trouve des consolidations extrêmement importantes de ce côté-là. Et bien là, quand on a un poumon qui est anormal avec une consolidation, c'est un peu la même chose que quand on a une radio avec un poumon blanc. En fonction du contexte clinique, encore une fois, s'il a de la fièvre, ce sera probablement une pneumonie. Et on a quelques signes spécifiques à l'écho pulmonaire. Ce sont les bronchogrammes dynamiques que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire ces petits points blancs qui sont un mélange d'air et de sécrétion dans les bronches et qui bougent avec le poumon. Ça veut dire qu'il y a encore un petit peu d'air qui passe dans les bronches et que donc finalement votre atélectasie, elle n'est pas liée à une obstruction, mais plutôt à une rétraction du parenchyme. Donc quand on a un shunt avec donc un shunt vasculaire dans cette consolidation et ou des bronchogrammes dynamiques, c'est plutôt en faveur d'une infection. Voilà, et donc finalement, avec tout ça, on a pu voir à peu près toutes les causes de détresse respiratoire aiguë liées à la cage thoracique. Bien sûr, il y a encore les causes neurologiques et les causes toxiques, mais ça, on les a vues à l'interrogatoire. Mon patient n'a pas 80 ans et il ne m'a pas dit qu'il avait eu du tranxène juste avant. Donc voilà, j'ai fini la démonstration et j'écoute vos questions.